Bonjour, le cours d'aujourd'hui portera sur les membranes biologiques. Vous allez voir que ces membranes sont indispensables à la vie, comme elles permettent aux cellules de maintenir un milieu interne différent du milieu extracellulaire. Dans ce chapitre, je vous parlerai de la composition, de la structure et des principales fonctions des membranes. Les objectifs du cours sont les suivants. Premièrement, décrire la structure et la composition des membranes biologiques des eucaryotes. Deuxièmement, décrire la structure et la propriété des principaux constituants des membranes, qui sont les phospholipides, le cholestérol et les protéines. Et enfin, décrire les principales fonctions physiologiques des membranes. Alors, vous allez voir que les membranes sont indispensables à la vie. Elles constituent une frontière entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Elles permettent aux cellules de maintenir un milieu interne différent du milieu extracellulaire. Elles possèdent une perméabilité très sélective, c'est-à-dire qu'elles ne laissent passer que certaines molécules ou ions et pas à la même vitesse. Et enfin, nous allons voir que les constituants principaux de ces membranes sont les lipides, les protéines, mais aussi les glucides. Les prokaryotes, qui représentent les cellules les plus simples et les plus petites, sont entourés d'une membrane plasmique, mais ne contiennent pas de compartiments internes délimités par des membranes. Cependant, dans les cellules des eucaryotes, les membranes séparent aussi le cytoplasme en différents compartiments, appelés organites subcellulaires. Dans le chemin de la cellule eucaryote représentée ici, vous pouvez voir la membrane plasmique qui entoure le cytoplasme, mais aussi toutes les autres membranes des organites subcellulaires. Ce qui est très intéressant, c'est que la surface totale des membranes internes des organites et des vésicules est environ 10 fois celle de la membrane plasmique, ce qui est en accord avec le rôle joué par les membranes internes dans les fonctions cellulaires. Je vais vous parler maintenant des principales fonctions de ces membranes biologiques. Ces membranes permettent la compartimentation, c'est-à-dire la séparation de l'extérieur et de l'intérieur de la cellule. Elles permettent les échanges d'informations avec d'autres cellules, comme c'est le cas des récepteurs hormonaux ou des jonctions cellulaires du type GAP. Elles permettent la régulation du transport des ions, des protéines, des sucres et des graisses. Elles permettent parfois les mouvements cellulaires comme les pseudopodes, l'endocytose, l'exocytose. Elles jouent un rôle important dans les phénomènes de reconnaissance, c'est le cas des antigènes de surface. Et enfin, elles permettent la régulation du métabolisme, c'est le cas de la transduction intracellulaire des signaux extracellulaires. Et enfin, ces membranes peuvent procurer un site pour les réactions chimiques ne pouvant pas se produire dans un environnement aqueux. Alors, l'étude par microscopie électronique de coupe membranaire très marquée à l'aide du tétroxyde d'osmium, vous savez, c'est un marqueur qui se fixe fortement au groupement polaire des têtes de phospholipides, révèle la structure en bicouche lipidique des membranes de 7 à 8 nanomètres d'épaisseur, une coupe transversale de toutes les membranes simples marquées avec du tétroxyde d'osmium ressemble exactement à une voie ferrée, c'est-à-dire quand vous regardez au microscope, vous allez voir une structure en voie ferrée, puisque vous allez voir deux lignes sombres, fines, séparées par un espace clair et uniforme. Les membranes cellulaires sont composées principalement de 49% des lipides sous forme de phospholipides et cholestérol qui forment le squelette des membranes. Les membranes cellulaires sont composées de 43% des protéines qui déterminent la fonction unique de chaque membrane et qui sont plus ou moins attachées aux phospholipides membranaires. Et enfin, vous pouvez trouver à peu près 8% des glucides qui sont toujours sous forme de glycophospholipides et de glucoprotéines. En 1970, deux chercheurs, Singer et Nicholson, ont utilisé le terme de mosaïque fluide pour décrire à la fois
la composition et le comportement dynamique des membranes biologiques. Pourquoi mosaïque? Car la composition de la membrane est très hétérogène, puisque cette membrane est composée de 2 couches de phospholipides, des protéines à la surface et à travers la bicouche lipidique, des polysaccharides attachés aux lipides et aux protéines, et enfin du cholestérol qui s'intercale entre les phospholipides membranaires. Donc mosaïque parce que la composition, comme vous avez vu, de la membrane est très hétérogène, et fluide, car nous allons voir en détail les phospholipides et les protéines membranaires peuvent se déplacer, peuvent se mouvoir sur le plan de la membrane. Les lipides membranaires sont des molécules particulières appelées molécules amphipathiques. Pourquoi amphipathiques? Parce qu'elles sont constituées d'une tête hydrophile, c'est-à-dire qu'elles présentent une affinité pour l'eau, tandis que leurs jambes ou queues sont constituées de 2 chaînes d'acides gras hydrophobes, puisqu'elles repoussent l'eau. La propriété amphipathique des lipides membranaires est donc responsable de la structure en double couche. Le pôle hydrophobe est situé à l'intérieur de la bicouche, le pôle hydrophile à l'extérieur, en relation avec les milieux intra- et extracellulaires. Maintenant, on arrive aux acides gras qui sont les constituants clés des lipides membranaires. Notons que les acides gras naturels possèdent un nombre pair de carbone, entre 14 et 24 atomes de carbone. Ils peuvent être saturés ou insaturés, et ça se reflète sur leur structure, puisque les acides gras saturés ont une structure linéaire, alors que les acides gras insaturés créent un coude dans la structure. Un acide gras saturé possède toujours un nom commun qui rappelle son origine. Par exemple, si je vous dis l'acide palmitique, parce que l'acide palmitique provient de l'huile de palme, l'acide arachidonique provient de l'acide d'arachide, etc. L'acide gras possède aussi un nom systématique qui rappelle sa structure, comme le nombre de carbone, d'atomes de carbone, le nombre d'insaturations, etc. De plus, à partir de dicarbone, ces acides gras sont insolubles dans l'eau et ils sont solides à température ambiante. Ici, vous voyez un exemple de la nomenclature d'un acide gras insaturé. L'exemple donné ici est celui de l'acide alpha-linolénique, qui a comme nom systématique le C18 2.3 oméga 3 ou C18 2.3 delta 9. Comment on peut construire cette nomenclature d'un acide gras insaturé? Je vous expliquais. Le C18, parce que le C18 indique le nombre d'atomes de carbone, puisqu'on a 18 atomes de carbone. Le point 3 indique, le 2.3 indique la présence de 3 doubles liaisons. Oméga 3 indique que la première double liaison se trouve sur le 3e carbone si on commence à compter à partir de l'extrémité méthyle, donc de l'extrémité bleue, et delta 9 si on choisit à compter à partir de l'extrémité carboxyle en rouge. Ici, je vous ai présenté un petit quiz pour essayer de trouver ensemble la nomenclature de ces 3 acides gras insaturés, et j'espère que vous avez trouvé, ou vous pouvez trouver, les réponses. Sachez que la présence d'une double liaison est importante pour le comportement macroscopique des acides gras. En fait, les acides gras insaturés occupent un volume important dans l'espace et ils sont moins adhérents entre eux. La cohésion des phospholipides au sein de la membrane est due, premièrement, à la liaison de Van der Waals entre les acides gras et deuxièmement, aux interactions hydrophobes entre les acides gras, puisque l'eau repousse les molécules hydrophobes qui s'entassent les uns sur les autres. Je vous ai expliqué que la présence
des acides gras insaturés, c'est-à-dire des acides gras présentant des doubles liaisons au sein d'une membrane biologique, contribuent à affaiblir l'interaction entre les chaînes voisines, contribuent aussi à augmenter l'espace intermoléculaire et procurent à la membrane cellulaire une fluidité biologique. À l'inverse, la présence des acides gras saturés, donc qui ne présentent pas des doubles liaisons, se traduit par une membrane rigide, puisque l'assemblage des phospholipides membranaires sera très dense. On peut par exemple comparer des phospholipides composés des acides gras saturés à un soldat au garde à vous. Les acides gras de nos membranes sont d'origine alimentaire. En fonction de la saturation des acides gras que nous consommons, nous allons fabriquer des membranes cellulaires plus ou moins fluides, ce qui peut entraîner certain nombre de pathologies. Et vous savez que toujours on vous dit, nous sommes ce que nous mangeons, donc je vous conseille de manger surtout une alimentation riche en acides gras insaturés par rapport aux acides gras saturés pour former des membranes cellulaires fluides. Alors, les membranes biologiques contiennent 3 classes de lipides, les glycérophospholipides, les sphingolipides et les stéroïdes. Et nous allons étudier en détail ces 3 classes des lipides. Je commencerai par les glycérophospholipides. Donc un glycérophospholipide est composé d'un glycérol, de 2 acides gras, d'un groupement phosphate et d'un alcool. Donc pour vous montrer un exemple, un glycérophospholipide est, comme je vous ai dit, formé d'un glycérol, de 2 acides gras, dans notre cas c'est le palmitate et l'oléate, d'un groupement phosphate, et d'un groupement alcool, dans notre exemple nous avons la choline. Notons que les glycérophospholipides portent le nom des groupements alcooliques. Dans notre exemple, on a la phosphatidylcholine, puisqu'il s'agit de la choline, et donc un glycérophospholipide porte surtout le nom des groupements alcooliques. Notons qu'il y a une grande diversité des glycérophospholipides. Cette grande diversité provient d'une part de la diversité des alcools, par exemple, on a l'éthanolamine, la sérine, l'inositol, le glycérol et la choline, qui vont donner par exemple des phosphatidylethanolamines, des phosphatidylsérines, des phosphatidylcholines, des phosphatidyl'inositol et des phosphatidylglycérols. En plus de la diversité des alcools, un glycérophospholipide est composé de 2 acides gras. Et dans la nature, on a identifié à l'heure actuelle plus que 900 acides gras. Donc la diversité des alcools avec la diversité des acides gras va créer plus qu'une centaine des phospholipides différents. Maintenant, je passerai à la deuxième classe des lipides membranaires qui sont les sphingolipides. Donc, les sphingolipides constituent la deuxième classe des lipides membranaires. Elles se trouvent toujours à côté des glycérophospholipides membranaires et le constituant de base de ces sphingolipides s'appelle le sphingosine, qui est un dialcool aminé plus une chaîne hydrocarbonée. Maintenant, j'aborderai la troisième classe des lipides membranaires qui sont les stéroïdes. Donc, les stéroïdes constituent la troisième classe importante des lipides membranaires. Le cholestérol est le principal constituant stéroïde des tissus animaux. Il possède un groupement hydroxyle sur l'un de ses cycles. Bien que le cholestérol soit, de par sa composition, presque un hydrocarbure, il est amphipathique car son groupement hydroxyle interagit avec l'eau. Le cholestérol est particulièrement abondant dans les membranes plasmiques des cellules des mammifères, mais il est absent dans la plupart des cellules prokaryotes. Notons que entre 30 à 50% des lipides des membranes plasmiques végétales sont des stéroïdes propres aux plantes, comme l'ergostérol
sur cette diapositive. Comme vous voyez sur cette diapositive, le rôle du cholestérol, qui est en jaune, est de s'intercaler entre les phospholipides membranaires pour rigidifier l'ensemble et éviter sa trop grande dispersion et éviter une excessive fluidité membranaire. Alors, les lipides membranaires ne présentent pas une structure statique. À l'inverse, de nombreuses techniques biophysiques ont permis de démontrer que les lipides au sein de la bicouche membranaire présentent une grande mobilité. Les chaînes d'acides gras tournent sur elles-mêmes en quelques picosecondes. Donc imaginez bien picosecondes. Et chaque glycérophospholipide peut diffuser latéralement au sein de la bicouche en quelques millisecondes. Et plus rarement, on a un mouvement qu'on appelle un bascule. Donc un glycérophospholipide peut basculer d'un côté de la bicouche à l'autre. Mais là, j'insiste bien que c'est un événement qui est très rare par rapport au déplacement latéral des phospholipides. Cette mobilité des lipides est responsable de ce qu'on appelle la fluidité membranaire. Cette fluidité membranaire dont je vous ai parlé a plusieurs conséquences. Première conséquence, cette fluidité va permettre aux membranes de se réparer d'elles-mêmes. Si la membrane est percée ou déchirée par exemple, les molécules de phospholipides qui s'étaient écartées les uns des autres peuvent à nouveau se rapprocher et fermer l'ouverture. Deuxième conséquence, une membrane peut varier facilement sa taille. Si on ajoute des molécules de phospholipides, celles-ci se joignent aux autres et la membrane s'agrandit. Inversement, elle peut réduire sa taille si on enlève des molécules de phospholipides. Troisième conséquence de la fluidité membranaire, c'est que cette fluidité va permettre à une sphère de se diviser et cette conséquence joue un rôle très important dans la division cellulaire. En fait, il suffit de resserrer l'équateur d'une sphère pour obtenir deux sphères. Et vous savez que dans une division cellulaire, à partir d'une cellule mère, on a deux cellules filles. Cette division cellulaire est possible puisque les membranes biologiques sont fluides. Toutes les membranes biologiques se caractérisent par l'asymétrie de la composition lipidique de leur bicouche. Par exemple, on peut trouver la phosphatidylsérine et la phosphatidyléthanolamine localisées préférentiellement dans le feuillet cytosolique, alors que la phosphatidylcholine est localisée dans le feuillet extracytoplasmique. C'est pour cela on vous dit qu'il y a une asymétrie de la composition lipidique des membranes. Cette localisation préférentielle des lipides dans l'une ou l'autre face de la bicouche est nécessaire pour diverses fonctions impliquant la membrane. La composition lipidique varie aussi considérablement d'un type de membrane à l'autre. Sur cette diapositive, je vous ai mis la composition lipidique de trois membranes. La membrane plasmique, la membrane mitochondriale externe et la membrane du réticulum endoplasmique. Et comme vous voyez, la composition lipidique de ces trois types membranaires est très très différente. Après les lipides, les deuxièmes constituants majeurs des membranes sont les protéines. On distingue deux classes des protéines membranaires, les protéines périphériques ou extrinsèques qui flottent comme des icebergs, si vous voulez, sur cette mer lipidique, et les protéines intégrales ou intrinsèques qui traversent la membrane de part en part. Chacune de ces protéines a un rôle différent. Concernant les protéines intrinsèques, il faut noter que la portion transmembranaire, donc la portion qui traverse la bicouche lipidique, est formée de 20 à 25 résidus d'acides aminés hydrophobes. Cette portion transmembranaire a une structure en hélice alpha, comme vous voyez sur la diapositive, et une protéine transmembranaire peut traverser la membrane une ou plusieurs fois. Ici, je vous présente une liste de certains acides aminés hydrophobes
qui rentrent dans la composition des portions transmembranaires. Au cours du séquençage d'une protéine, nous pouvons prédire une portion transmembranaire d'une protéine lorsqu'il s'agit d'une série de 20 à 25 résidus d'acides aminés hydrophobes. Sur cette diapositive, je vous ai présenté deux exemples des protéines intrinsèques. Et comme vous voyez, la protéine intrinsèque peut traverser la membrane une seule fois, c'est le cas de la glycophorine, ou plusieurs fois, comme le cas de la protéine de la bande 3 qui comporte 14 hélices alpha transmembranaires et donc traverse la membrane cytoplasmique 14 fois. Si les protéines intrinsèques traversent la membrane, comment les protéines extrinsèques sont associées à cette membrane? En fait, les protéines extrinsèques peuvent être associées à la membrane par des interactions électrostatiques ou par des encres lipidiques, où on peut trouver trois types d'ancrage lipidique, la prénylation, l'acylation et l'encre GPI pour glycosyl phosphatidylinositol. Comme pour les lipides, les protéines membranaires sont capables de se déplacer latéralement, ce qu'on appelle la diffusion latérale, dans la membrane cellulaire. La première preuve directe de la mobilité de certaines protéines dans le plan de la membrane fut apportée par des expériences utilisant des cellules hybrides qui étaient produites artificiellement en fusionnant des cellules de souris et des cellules humaines. On va utiliser deux anticorps marqués différemment pour distinguer les protéines de la membrane plasmique d'origine murine et les protéines de la membrane plasmique d'origine humaine. Ici, nous avons marqué une protéine humaine par un marqueur fluorescent bleu et une autre protéine murine par un autre marqueur fluorescent rouge. Nous avons remarqué qu'après une incubation de 40 minutes à 37 degrés de ces deux cellules humaines et murines, nous avons obtenu une cellule hybride avec les deux types de protéines qui se sont intermêlées, et ça c'est une preuve directe de la mobilité latérale des protéines membranaires. Nous arrivons maintenant aux glucides membranaires qui constituent les troisièmes constituants membranaires. Les glucides des membranes sont toujours liés aux protéines et aux lipides membranaires pour former les glycolipides et les glycoprotéines. Les glycolipides et les glycoprotéines se trouvent toujours dans la moitié externe de la couche lipidique et donc jamais au niveau de la moitié cytosolique et appartient également au glycocalyx. Donc c'est quoi la glycocalyx? La glycocalyx, c'est cette zone péricellulaire que vous voyez sur la diapositive, riche en glucides et qui joue un rôle très important dans les processus de reconnaissance cellulaire, dans les processus de la protection des cellules contre les agressions mécaniques, comme le flux sanguin, des agressions chimiques, comme l'acidité gastrique, et enfin des agressions enzymatiques, comme l'action des protéases. De plus, les glucides membranaires jouent un rôle très important dans la diversité des groupes sanguins. Pour rappel, le groupe sanguin 1 possède les anticorps anti-B et un antigène A. Le groupe sanguin B possède des anticorps anti-A et un antigène B. Le groupe sanguin AB, qu'on appelle le receveur universel, possède les deux antigènes A et B et aucun anticorps. Et enfin, le groupe sanguin O, qui est le donneur universel, possède deux anticorps et pas d'antigène. Eh bien, tout simplement, c'est la nature des glucides membranaires qui va déterminer les antigènes des groupes sanguins. Par exemple, la présence du résidu N-acétylgalactosamine ou NAGA donne l'antigène A et donc le groupe sanguin A, alors que le résidu galactose ou GAL
donne l'antigène B ou le groupe sanguin B. Maintenant, je vais vous parler d'une fonction primordiale des membranes biologiques qui est le transport membranaire. Vous savez que les bicouches lipidiques constituent une barrière à la diffusion des ions et des molécules polaires dont la masse moléculaire est supérieure à 150 Dalton, mais il existe des pores protéiques qui permettent le passage sélectif de ces molécules de grande taille que la cellule a besoin à travers la membrane. Ce passage à travers la membrane peut se faire par transport passif, c'est-à-dire sans dépense d'énergie, ou par un transport actif avec dépense d'énergie. Pour vous amuser, et avant de rentrer dans les détails du transport membranaire, j'aimerais bien vous faire un parallélisme avec un sport que vous connaissez bien et peut-être que vous aimez bien ou vous jouez, c'est le rugby. Donc, sur cette diapositive, le ballon ressemble à la molécule à transporter. Pour atteindre le but, vous faites appel à un bon tireur qui va atteindre les cages sans dépenser d'énergie. C'est comme le cas du transport passif. À l'inverse, si le joueur va accélérer pour atteindre le but, il va dépenser beaucoup d'énergie, surtout s'il a une équipe comme les All Blacks en face. C'est le cas du transport actif. Concernant le transport passif, c'est-à-dire le transport sans dépense d'énergie, on distingue trois types: la diffusion simple, la diffusion facilitée et enfin l'osmose. Diffusion simple est la diffusion dans la membrane plasmique dans le sens des concentrations fortes vers les concentrations faibles jusqu'à l'équilibre des concentrations de part et d'autre de la membrane. Une substance diffuse suivant son gradient de concentration, donc de la zone la plus concentrée à la zone qui l'est moins, sachant que le gradient de la concentration, c'est la différence de concentration entre les deux milieux. Il faut bien sûr savoir qu'il n'y a que quelques molécules qui traversent naturellement les membranes par simple diffusion, puisque ce type de passage n'est possible que si la molécule est soluble dans la membrane phospholipidique, c'est-à-dire qu'elle peut traverser directement la bicouche des phospholipides. La molécule doit donc être hydrophobe et suffisamment petite pour pouvoir traverser la membrane cellulaire. Notons que la diffusion d'une molécule est proportionnelle à son gradient et à son hydrophobicité et inversement proportionnelle à sa taille. Sur cette diapositive, vous voyez que les molécules gazeuses comme l'oxygène, l'azote, le gaz carbonique, ainsi que les petites molécules hydrophobes comme les stéroïdes, l'urée, le glycérol, peuvent traverser la membrane par simple diffusion, tandis que les ions, les acides aminés, les sucres ne sont pas concernés par ce type de transport. Le deuxième type de transport passif, c'est la diffusion facilitée, qui concerne maintenant les grosses molécules non liposolubles comme les sucres, les ions potassium, sodium, chlorure, etc. Comme la diffusion simple, la différence de concentration est le moteur du transport. C'est toujours un transport sans dépense d'énergie. Cependant, la molécule ne traverse pas directement la membrane. Elle doit utiliser un passage, elle doit utiliser une protéine transmembranaire de transport de deux types, les protéines porteuses ou les perméases et les protéines tunnels ou conducteurs. Ici, vous avez une diapositive qui résume la différence entre les protéines transmembranaires impliquées dans la diffusion facilitée. En fait, les protéines porteuses changent de forme pour déplacer des molécules d'un côté à l'autre du membrane. Ces protéines porteuses s'associent aux molécules à transporter et les déplacent dans la membrane, alors que les protéines tunnels ou les canaux ne changent pas du tout de forme ou de conformation pour permettre le passage des molécules, puisqu'elles forment des pores à travers. Sur cette diapositive, vous avez un exemple d'une protéine porteuse, c'est la perméase au glucose. Cette perméase au glucose va assurer la diffusion facilitée
du glucose du milieu extracellulaire vers le cytoplasme. C'est un uniporteur puisqu'il transporte uniquement le glucose. Ce transport nécessite 4 étapes. Dans les 2 premières étapes, nous avons la fixation du glucose et le changement de conformation du transporteur. Ensuite, le glucose est libéré dans le cytosol et le transporteur retourne à sa conformation de départ. Sur cette diapositive, vous avez un exemple d'une protéine tunnel. C'est le canal ionique qui permet le passage très rapide des ions avec une vitesse d'1 million d'ions par seconde. Donc imaginez bien cette vitesse de passage, 1 million d'ions par seconde. Il faut noter que les canaux sont très sélectifs puisqu'ils ne laissent passer qu'une ou quelque sorte de molécule et pas d'autres. On peut trouver un canal à sodium, un canal pour le potassium, un canal pour les ions chlorure, etc. C'est un passage qui se fait sans dépense d'énergie, dicté uniquement par un gradient électrochimique. D'une façon générale, les canaux membranaires partagent une structure identique puisqu'ils sont souvent formés de l'association entre plusieurs sous-unités. L'association entre ces plusieurs sous-unités forme la lumière du canal, comme vous voyez sur cette diapositive. Les canaux membranaires assurent des fonctions physiologiques très importantes. Le dysfonctionnement de ces canaux membranaires se traduit par un ensemble des pathologies appelées les canalopathies. Ce terme, c'est un nouveau terme en fait, qui est apparu grâce au progrès considérable permettant de relier des manifestations cliniques anciennes avec des anomalies de la structure des protéines par mutation de gènes responsables du codage de ces protéines canales. À ce jour, plus de 20 maladies génétiques sont en rapport avec un dysfonctionnement de canaux ioniques se manifestent par des troubles de la rythmicité cardiaque, de la contraction musculaire, mais aussi certaines épilepsies et même des maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, de Parkinson, etc. Voici maintenant un tableau qui est très important, puisqu'il va vous résumer la différence entre la diffusion simple et la diffusion facilitée. Comme vous voyez, la diffusion facilitée nécessite une protéine transmembranaire de transport, ce qui n'est pas le cas de la diffusion simple. La vitesse de diffusion est plus importante dans le cas de la diffusion facilitée, puisqu'on a vu qu'on a passage d'1 million d'ions par seconde. La diffusion facilitée est beaucoup plus spécifique que la diffusion simple. Et enfin, la diffusion simple concerne le transport des petites molécules gazeuses ou hydrophobes comme l'oxygène, le gaz carbonique, les hormones stéroïdes, etc., alors que la diffusion facilitée concerne le transport des grosses molécules non liposolubles comme le glucose, les acides aminés, les ions, etc. La question que je peux vous poser, c'est est-ce qu'il y a un point commun entre les deux diffusions? Je vous laisse 3 secondes. La réponse est évidemment oui, parce que les deux diffusions, dont simple et facilité, ne consomment pas d'énergie, comme dans les deux cas, il s'agit d'un transport passif. Alors le troisième type de transport passif, c'est l'osmose, qui concerne le passage de l'eau. L'osmose est un phénomène physique passif qui a lieu seulement si les solutions sont séparées par une membrane semi-perméable. Alors c'est quoi une membrane semi-perméable? C'est une membrane qui est perméable à l'eau mais pas aux solutés. Par définition, l'osmose, c'est le déplacement des molécules d'eau d'un milieu hypotonique, c'est-à-dire un milieu dilué en soluté, vers le milieu hypertonique, c'est-à-dire un milieu plus concentré en soluté, jusqu'à ce que les solutions soient isotoniques, c'est-à-dire jusqu'à ce que les solutions possèdent les mêmes concentrations. Un petit quiz pour voir si vous avez bien compris la notion d'osmose. Dans un tube en U, vous avez deux solutions séparées par une membrane semi-perméable. Dans la solution à gauche de l'écran, vous avez une mole de NaCl et à droite, vous avez une solution de 1 mol de glucose. À votre avis, il y a-t-il osmose? Si oui, dans quel sens?
La réponse à ce quiz est simple. Le NaCl est un électrolyte et de ce fait, une mole de NaCl va libérer une mole de Na+, et une mole de Cl-, alors que le glucose ne l'est pas et une mole du glucose donnera une mole de glucose. Finalement, la solution de NaCl est hypertonique par rapport à la solution du glucose et de ce fait, l'eau passera par osmose de la solution du glucose qui est la solution hypotonique vers la solution de NaCl qui est hypertonique. Ceci vous montre aussi que les électrolytes ont un pouvoir osmotique, ce qu'on appelle l'osmolarité, plus grand que les non-électrolytes. Le phénomène d'osmose seul ne pouvait pas expliquer l'importance des échanges et flux d'eau. Observez au niveau cellulaire, au niveau des organes, je vous rappelle par exemple qu'au niveau des reins, ces reins sont capables de traiter l'équivalent de plusieurs centaines de litres d'eau par jour. Donc plusieurs centaines de litres d'eau par jour. En 1988, Peter Agre, un médecin et biologiste américain, travaillant à l'université de Johns Hopkins, a découvert les aquaporines, une classe de protéines membranaires formant des pores perméables aux molécules d'eau dans les membranes biologiques. Cette découverte des aquaporines a été quand même récompensée par le prix Nobel de chimie en 2003. Les aquaporines ont un passage sélectif des molécules d'eau puisqu'ils permettent le passage de la molécule d'eau de part et d'autre de la membrane, tout en empêchant le passage simultané des ions sodium, chlorure, potassium, etc. Aujourd'hui, on a isolé à peu près 200 sortes différentes d'aquaporines dans l'araignée végétale qu'animale. Les aquaporines sont des tétramères indépendants, c'est-à-dire qu'elles sont composées de 4 monomères capables de transporter les molécules d'eau individuellement. On pourrait les comparer exactement à un sablier qui ferait passer une à une les molécules d'eau. Les aquaporines ont un petit diamètre de 0,2 nanomètres, ce qui permet un passage sélectif des molécules d'eau tout en empêchant le passage des ions de sodium, potassium, chlorure, etc. Le dysfonctionnement de ces aquaporines peut être associé à certaines pathologies. Par exemple, quand vous avez des mutations des 2 allèles de l'aquaporine 2, qui est une aquaporine surexprimée dans les cellules de l'épithélium rénal, cette mutation ou ces mutations de 2 allèles sont responsables du diabète insipide, une maladie caractérisée par l'excrétion de volumes importants d'urine très dilués, entre 8 à 10 litres d'urine par jour. Je vais maintenant aborder le transport actif qui ressemble à la diffusion facilitée puisqu'il nécessite la présence d'un transporteur membranaire, mais c'est un transport qui est à l'encontre du gradient de concentration, du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré, et donc pour permettre ce passage, nous avons besoin d'une source d'énergie qui peut être la scission d'une molécule d'ATP, la lumière, les réactions d'oxydoréduction, etc., qui vont entraîner le transport des molécules dans le sens défavorable au point de vue thermodynamique. La question qui se pose maintenant, pourquoi la cellule a besoin de ce transport actif qui consomme et nécessite beaucoup d'énergie? Eh bien, tout simplement parce que ce transport permet aux cellules de garder un milieu intérieur différent du milieu extérieur. Par exemple, dans les conditions physiologiques normales, nous avons une concentration très élevée des ions sodium et chlorure dans le milieu extracellulaire par rapport au milieu cytosolique ou intracellulaire. À l'inverse, les cellules accumulent plus des ions potassium dans le milieu intracellulaire. Nous allons maintenant étudier le transport actif entraîné par l'énergie de l'ATP. Ce transport nécessite la présence des transporteurs transmembranaires possédant des sites de liaison avec l'ATP,
Ces transporteurs sont toujours situés sur la face cytosolique de la membrane. On les appelle d'ailleurs souvent les ATPases, comme ils ont la capacité de lier une molécule d'ATP et de la cliver pour produire l'énergie nécessaire pour transporter des molécules contre leur gradient de concentration. Le premier exemple du transport actif entraîné par l'énergie de l'ATP, c'est la pompe sodium-potassium, appelée aussi Na+, K+, ATPase. La pompe sodium-potassium utilise l'énergie issue de la dégradation de l'ATP en ADP et phosphore inorganique pour transporter des ions potassium et sodium contre leur gradient de concentration. La pompe permet d'échanger les ions sodium Na+, issus du milieu intracellulaire, avec les ions potassium K+, issus du milieu extracellulaire, dans un rapport précis, 3 ions de sodium contre 2 ions de potassium. La pompe à sodium-potassium consomme à elle seule 25% de l'ATP cellulaire, donc ça vous montre l'importance de cette pompe à sodium-potassium pour maintenir des conditions physiologiques de l'organisme. La pompe sodium-potassium joue un rôle essentiel dans la propagation des signaux électriques dans le nerf et le muscle. Elle joue un rôle très important dans le transport actif d'autres molécules et enfin dans l'ajustement de l'équilibre osmotique, c'est-à-dire l'équilibre entre les molécules organiques et le gradient ionique. Un autre exemple des transporteurs actifs, ce sont les transporteurs ABC, qui constituent la plus grande famille, la plus variée des pompes activées par l'ATP. Ces transporteurs sont retrouvés dans tous les organismes vivants. Ils possèdent 2 domaines hydrophobes qui constituent le site de reconnaissance du substrat. Ils ont 2 sites de liaison avec l'ATP. Ces transporteurs jouent un rôle important dans l'import et l'export d'une grande variété de substrats comme les ions, mais surtout ce qu'on appelle les xénobiotiques, c'est-à-dire les substances étrangères à l'organisme vivant, comme par exemple les médicaments, les pesticides, etc. Ces transporteurs sont surtout exprimés dans le foie, les reins et les intestins. Donc vous avez compris que ce sont les pompes qui sont très impliquées dans la fonction de détoxification des xénobiotiques. On s'intéresse de plus en plus aux transporteurs de la famille ABC, puisque certaines pathologies sont associées à une altération de ces transporteurs. L'exemple que je peux vous donner, c'est la chimiorésistance de certaines tumeurs qui constituent un obstacle majeur dans le traitement des tumeurs. Des chercheurs américains ont montré que la surexpression d'un transporteur de la famille ABC appelé MDR1 est responsable de la chimiorésistance de certaines tumeurs. En fait, les cellules tumorales sensibles au traitement des médicaments chimiothérapeutiques possèdent un taux faible de transporteur MDR1 et ne peuvent pas éliminer les médicaments, donc comme vous voyez dans la figure en bas à gauche, alors que les cellules tumorales résistantes qui posent problème possèdent des taux très élevés du transporteur MDR1 qui est capable d'éliminer le médicament de leur cytoplasme et rendre ces cellules résistantes à ces traitements médicamenteux, comme vous voyez dans la figure en bas à droite. J'ai représenté sur cette diapositive le modèle de transport d'un substrat par MDR1 qui passe par 5 étapes. Premièrement, nous avons la fixation du substrat, son déplacement latéral, ensuite son basculement par le transporteur qui utilise l'énergie libérée par l'hydrolyse de l'ATP, le déplacement sur l'autre face de la membrane cellulaire et enfin la libération à l'extérieur de la cellule. Maintenant, je vais aborder le transport actif secondaire qui est un transport actif mu par un gradient d'ion. Le transport secondaire correspond au transport de 2 solutés différents de manière simultanée.
Donc, ce cotransport peut être dans la même direction, il s'agit alors du symport, on appelle ce cotransport symport, ou dans des directions opposées, comme vous voyez pour A et B sur la diapositive, il s'agit alors de l'antiport. Alors comment ce cotransport peut se passer? En fait, le transport du soluté B, qui est énergétiquement défavorable, utilise l'énergie du transport d'un autre soluté A qui est énergétiquement favorable. Alors, pour vous faciliter la compréhension du transport secondaire, je vais vous donner l'exemple du cotransport de H+ saccharose. Donc, dans un premier temps, les ions H+ sont transportés contre leur gradient de concentration du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire grâce à la pompe à protons qui utilise l'énergie d'hydrolyse de l'ATP pour transporter activement les ions H+. Donc on a beaucoup de H+ dans le milieu extracellulaire. Ensuite, l'accumulation des ions H+ ou des protons dans le milieu extracellulaire va former un gradient de concentration et un gradient électrique de part et d'autre de la membrane. Enfin, le saccharose va profiter en quelque sorte, bien sûr il va profiter de ce gradient, donc du gradient de H+, pour passer vers le milieu intracellulaire en même temps des protons. Comme les deux molécules, donc H+ et saccharose, sont transportées dans la même direction, il s'agit d'un symport. Dans ce tableau, vous voyez les différences entre un transport actif et un transport secondaire ou un cotransport. Donc, comme vous voyez, les deux nécessitent la présence d'une protéine spécifique. Les deux transportent un soluté à l'encontre de son gradient de concentration. Donc, il y a le transport actif qui est couplé à une hydrolyse de l'ATP, mais non pas le cotransport. Alors, pour le cotransport, c'est un transport qui est permis par le déplacement d'un ion cotransporté dans le sens de son gradient. Et on a à peu près le même type des molécules transportées. Dans le cas du transport actif, il s'agit des ions, des petites molécules hydrophiles, des lipides. Dans le cas du cotransport, il s'agit du glucose, des acides aminés ou du saccharose. Les chercheurs peuvent étudier la fonctionnalité de tous ces transporteurs. En fait, c'est simple. Pour ce faire, il suffit de solubiliser et de purifier le transporteur qu'on souhaite étudier, le transporteur de glucose par exemple. Ensuite, il faut l'incorporer dans une membrane artificielle appelée liposome pour mimer ce qui se passe in vivo. Donc là, par exemple, vous allez voir que dans le milieu cytosolique, l'équivalent du milieu cytosolique, nous allons avoir une accumulation du glucose, ce qui montre que ce transporteur est impliqué dans le transport du glucose du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Je vous remercie de votre attention.